Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc secrétaire national du Parti communiste depuis 2010. Vous venez d'être réélu sénateur de Paris. Le Parti communiste a finalement pu maintenir un groupe au Sénat avec au moins 13 sénateurs contre 18 pour la précédente mandature. Je rappelle que lors de l'élection présidentielle, vous avez appelé à voter au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, puis au deuxième tour pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Corinne Laurent qui vous pose la première question. Oui, Pierre Laurent, comment expliquez-vous la résistance de la gauche aux sénatoriales qui ont eu lieu dimanche dernier ? Je crois qu'il y a une très grande colère parmi les élus locaux et ceux qui ont été désignés comme électeurs par les conseils municipaux face à l'amplification des mesures d'austérité pour les collectivités locales. Beaucoup d'inquiétudes sur la place future des communes dans le tissu démocratique national et toutes les mesures annoncées cet été par le gouvernement, la réduction de 13 milliards des moyens des collectivités locales, la suppression des contrats aidés a amplifié cette colère. Donc je pense qu'il y a eu un mouvement de ce qu'on croyait pouvoir être une vague pro-Macron au début de l'été, s'est envolé pendant les mois d'été. Et c'est ce qui explique les résultats aux élections sénatoriales. C'est une colère avec les élus locaux. Est-ce que le dialogue est rompu entre les élus locaux, les collectivités territoriales et la majorité aujourd'hui ? Rompu, je ne sais pas. Non, il vaudrait mieux qu'il y ait quand même un dialogue avec le gouvernement. Mais ce qui est certain, c'est que les orientations d'ores et déjà annoncées inquiètent énormément. Une inquiétude, oui. Parce que les communes voient bien que si on appliquait l'ensemble des mesures annoncées, on va vers des impasses totales pour les communes et les collectivités territoriales. Pour assurer un certain nombre de fonctions, notamment dans le domaine social. C'est le risque de voir disparaître progressivement tout un tissu de services publics locaux ou de services rendus à la population. Et évidemment, ça n'est pas accepté sur le terrain. Romain Masneau, RCF. Pour la première fois depuis 2005, Jean-Luc Mélenchon n'était pas présent à la fête de l'UMA cette année, alors que vous vous êtes rendu au rassemblement de la France Insoumise samedi dernier. Est-ce que c'est un signe d'allégeance ou de volonté de convergence Ça a toujours été compliqué entre vous, Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon. Oui, ça reste compliqué, mais vous savez, moi, quels que soient les aléas, j'ai une ligne de fond et je n'ai aucune raison de déroger à cette ligne de fond qui est la construction de l'unité la plus large possible des forces de gauche, des forces démocratiques, des forces sociales, pour constituer une alternative politique maintenant au pouvoir Macron. Donc j'ai toujours multiplié les efforts pour avancer dans cette direction. Et en même temps, j'ai toujours dit une chose, c'est que la construction de cette unité devait se faire dans le respect des forces en présence, donc dans le respect du Parti communiste et de la force populaire qui se reconnaît dans les valeurs que nous défendons et qui était massivement présente à nouveau cette année à la fête de l'humanité. Donc voilà, c'est sur ces deux jambes que j'avance, unité et respect de chacune de nos forces et de celles que je représente. C'est quoi vos divergences fondamentales sur le fond ? Parce qu'on entend bien les bisbilles, les noms d'oiseaux échanger, mais sur le fond, c'est quoi vos différences fondamentales ? Je crois qu'il y a une différence sur la conception justement de la construction politique et démocratique vers laquelle il faut avancer. Moi, je crois très profondément à une alternative qui laisse énormément de place à l'initiative sociale, populaire, et qui ne se fond pas dans le moule de la Ve République et de la présidentialisation excessive du régime, mais qui, au contraire, offre dans ses propres pratiques politiques une alternative démocratique et pluraliste à ce schéma ultra-présidentialisé. Et je crois que là-dessus, nous avons un débat sérieux avec la France Insoumise. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, M. Mélenchon a fait l'impasse sur les élections sénatoriales. En revanche, ils ont un groupe important, suffisamment important à l'Assemblée. On a l'impression qu'ils nous ont un peu volé la vedette de la contestation. Oui, ça, c'est ce qu'on écrit, mais moi, je ne vois pas les choses comme ça. Bon, d'abord, sur le Sénat, je pense qu'effectivement, c'était une erreur de faire l'impasse sur cette élection, parce que je ne crois pas qu'il faille céder un pouce de terrain
au pouvoir actuel et pas plus dans les institutions que dans la rue. Moi, je n'oppose pas les deux. Donc il faut essayer d'être présent partout. Et nous avons relevé le défi de cette élection sénatoriale. Ça n'était pas acquis d'avance parce que sur le papier, nous pouvions perdre le groupe et nous avons conservé ce groupe. Donc ça vaut le coup de mener ce genre de bataille. C'est quand même une des leçons qui a attiré des élections sénatoriales. Pour le reste, il y a maintenant 2 groupes à l'Assemblée et ils travaillent ensemble. Ils ont voté de manière convergente au cours de l'été. Le groupe de la France Insoumise et le groupe des députés communistes. Il faut faire converger leurs efforts et non pas les présenter systématiquement en concurrence. Pour ce qui est de la promotion médiatique des uns et des autres, ça ne repose pas que sur nos responsabilités. Je pense que nous avons un groupe rajeuni, jeune, tout à fait compétitif, j'ai envie de dire, au plan médiatique, mais il faut que justement les responsables des réseaux médiatiques donnent de la parole à tout le monde parce que le groupe communiste va compter autant que celui de la France Insoumise dans les batailles parlementaires qui s'annoncent. Vous avez combien de députés, rappelez-nous, à l'Assemblée aujourd'hui ? Il y a un groupe de 16 députés, dont 11 députés communistes et 5 députés ultramarins qui siègent avec nous dans la constitution de ce groupe. Avec donc les 17 députés de la France Insoumise aujourd'hui. Et 17 députés de la France Insoumise. Et dans le groupe de la France Insoumise, il y a des députés que nous-mêmes, nous avons contribué à élire, puisque par exemple Clémentine Autain et François Ruffin étaient des députés que nous avons soutenus dès le premier tour des élections législatives. Donc nous ne sommes pas en conflit ou en concurrence avec ces députés. Nous voulons travailler ensemble. Mais c'est parfois difficile. Nous avions proposé d'ailleurs un comité de liaison de ces 2 groupes qui a été, pour le moment, refusé dans les faits, pas formellement, mais dans les faits, que le groupe de la France Insoumise n'a pas voulu mettre en place. Ça reste compliqué. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, est-ce que vous n'êtes pas gêné par la radicalité du discours de Jean-Luc Mélenchon quand il évoque, il dit c'est la rue qui a fait tomber les rois, c'est la rue qui a fait tomber les nazis. Comment expliquez-vous qu'il aille jusqu'à de telles extrémités ? Pierre Laurent. Vous savez, sur ce débat-là, moi je crois que nous avons raison les uns et les autres de répondre à Emmanuel Macron qui dit, parce que c'est comme ça que cette polémique est née, qui dit la démocratie, ça n'est pas la rue. Voilà. Mais la démocratie, c'est aussi la rue. Et toute l'histoire de France et toute l'histoire de France le montre. Et l'histoire de nos conquêtes démocratiques. Donc, il ne s'agit pas de faire la rue contre la démocratie. Il s'agit au contraire que les mobilisations sociales, l'expression populaire fassent partie des espaces de vie démocratique. Et donc, je crois qu'il ne faut pas lâcher là-dessus parce que c'est un espace de respiration démocratique plein et entier. Au même titre que les urnes. Dans la déclaration qui a fait polémique et la réponse de Jean-Luc, il y a quelques approximations historiques qui peuvent être discutées et qui sont discutables. Donc il y a les deux et il ne faut pas se laisser. On peut répondre à l'argument d'Emmanuel Macron et il faut essayer de le faire de manière rigoureuse. C'est ce que j'essaye de faire pour ma part. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Oui, aujourd'hui, il y a une manifestation des retraités qui sont mécontents. Les routiers ont essayé de manifester, de bloquer. Pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça prenne beaucoup. Vous ne trouvez pas que le mouvement social a un petit peu du mal à prendre ? Non, moi je ne crois pas. Moi je crois que nous allons, ceux qui croient cela se trompent. Je pense que nous allons, et beaucoup plus vite qu'on aurait pu l'imaginer, vers un vent de contestation sociale et politique du pouvoir d'Emmanuel Macron extrêmement fort dans le pays. Ce qui est frappant au contraire, c'est qu'alors que les élections sont très récentes, seulement quelques mois, il y a eu dès le mois de septembre, ce qui est quand même assez remarquable, 2 journées de mobilisation déjà très fortes. On nous avait dit que les syndicats, dans leur majorité, accueillaient plutôt favorablement les ordonnances. C'est le contraire. Le bilan du mois de septembre, c'est qu'après les discussions à l'intérieur des confédérations syndicales, toutes les confédérations syndicales, elles ne sont pas toutes dans l'action, mais toutes expriment des réserves très fortes sur les ordonnances. Et il y a dans plusieurs secteurs des mouvements convergents de toutes les organisations syndicales qui sont en train de se mettre en place chez les routiers, dans la fonction publique avec la journée du 10 octobre. Donc moi je crois qu'on voit revenir très vite, au contraire, une contestation sociale importante et je pense que ça va aller grandissant. Je vois que sur la question du logement, avec les annonces gouvernementales, la colère est très très grande chez des acteurs extrêmement diversifiés du secteur.
Donc, je crois que c'est à cela qu'il va falloir offrir à ce mouvement-là qu'il va falloir offrir des perspectives. Vous n'avez pas été déçu par les chiffres de mobilisation dans la rue, justement, lors des dernières Non, journées j'ai été d'action? plutôt étonné, Oui. agréablement surpris par le fait que très peu de temps après la mise en place du gouvernement, on sait qu'il y a toujours une période dans laquelle les gens choisissent de regarder, de voir ce qui va se passer avant de... J'étais agréablement surpris, au contraire, par le niveau de la première réaction à cela. N'oublions pas quand même, parce que on fait, bien sûr, on parle des ordonnances en général depuis 3 mois, mais les salariés dans les entreprises et les syndicalistes n'ont découvert le texte réel, et d'ailleurs nous aussi les parlementaires, le texte réel des ordonnances que le 21 août. Donc les gens, c'est un texte de 200 pages, les gens ont besoin de le lire, de regarder les conséquences concrètes que ça représente dans leur secteur. Donc il y a une prise de conscience que, loin de la modernité qu'on nous avait annoncée, on a un texte extrêmement dangereux pour les garanties sociales collectives et individuelles. Et je pense que la contestation va continuer à grandir. Elle s'enracine, elle se construit, et ça prend du temps, mais je pense que c'est vers cela qu'on va. Romain Masneau, RCF. Oui, je voulais revenir au Parti communiste lui-même. Vous dites que les sénatoriales, c'est plutôt un bon résultat, mais quand même, votre groupe, il a fondu d'un quart pratiquement. Comment enrayer ce déclin? Comment inverser la courbe, selon une expression désormais consacrée? Vous voulez un parti, je crois, plus participatif, plus décentralisé? Comment vous allez vous y prendre? Non, mais je pense qu'il y a, sur le résultat, on sait que les élections sénatoriales sont en quelque sorte une projection du résultat des élections locales qui ont eu lieu dans la période 2014, 2013, 2015. Donc il y avait eu un recul très fort des positions de gauche et de nos positions parmi celles-là au moment de ces élections locales. Donc mécaniquement, ça devait se traduire par un recul de nos positions aux élections sénatoriales. Vous ne souteniez pas à l'époque la gauche qui était au gouvernement. Ce qui est frappant, c'est qu'on l'a enrayé, justement, ce mouvement-là, et qu'au lieu d'aboutir à la disparition du groupe, on a réussi à maintenir un groupe. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'électeurs désignés dans les conseils municipaux ont voté pour nos candidats, alors même qu'ils n'avaient pas été désignés sur nos listes au moment de la désignation des grands électeurs en juin. Donc il y a beaucoup de gens de gauche qui ont voulu la présence du groupe communiste républicain et citoyen au Sénat, très au-delà de ceux qui sont nos électeurs acquis. Donc c'est un signal intéressant. Maintenant, moi je pense qu'effectivement le Parti communiste doit entreprendre des changements extrêmement importants. Lesquels, par exemple? Je pense que nous avons besoin de refonder très profondément notre capacité transformatrice dans la société. Nous avons été une force, et nous sommes une force, qui veut travailler l'innovation sociale et démocratique dans la société, au plan local, au plan national, au plan régional. Et nous devons être plus efficaces dans ce travail de transformation concrète de la société. Et concrètement, ça veut dire quoi? Et je pense que pour ça, il faut changer un peu notre modèle d'organisation pour Carrément. le décentraliser précisément. Plus de centralisme démocratique. C'est-à-dire que je pense qu'il faut de la cohérence nationale, mais il faut il faut être capable de libérer davantage et de fédérer davantage les énergies transformatrices, progressistes qui existent dans la société française. Par exemple, on prend la question du logement. On voit bien que les politiques qui sont mises en œuvre sont des politiques qui vont continuer à favoriser la promotion immobilière, la spéculation, alors même qu'on a un énorme besoin de logement social. Eh bien, il faut construire d'autres modèles et il faut essayer de les faire vivre dans la société d'aujourd'hui. Des modèles coopératifs, des modèles d'accession sociale à la propriété, des modèles qui sont accessibles à tous, des modèles de logement social de qualité, pas ce qu'on a construit dans les années 60. Et tout ça, cette action-là concrète du Parti communiste, je crois qu'on peut mieux la déployer à condition de construire un modèle de Parti communiste plus coopératif, plus participatif. Le changement de nom, c'est possible, probable, certain? Le changement de nom, moi je ne veux pas fermer la porte à cette question. Pourquoi ? Parce que je dis tout doit être sur la table. Ce qui est certain, c'est que le mouvement de transformation auquel j'appelle n'est pas un mouvement de renoncement à l'idée communiste. Je crois aux idées communistes dans la société d'aujourd'hui, qui sont les idées du commun et qui retrouvent de l'actualité au moment où le capitalisme, lui, montre ses limites dans tous les domaines. Donc je pense que nous devons continuer à porter ces idées. Mais nous devons aussi travailler notre identification dans la société, parce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent d'assimiler, à cause de l'histoire,
le communisme à quelque chose qui ne nous ressemble plus du tout aujourd'hui. Donc la discussion Donc on a un débat sur l'identification de notre force dans la société, et il faut qu'on soit plus performant, j'ai envie de dire, en la matière, mais pas du tout par volonté de renoncement à nos fondamentaux. Très bien, on a encore beaucoup de questions à vous poser. Pierre-Laurent, on voit que vous avez Je vais essayer d'être plus court. plein de choses en tête. On va vous interroger notamment sur les nombreuses mesures qui sont apparues récemment de la part du gouvernement dans le domaine économique, social, fiscal, etc. Mais nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité est aujourd'hui Pierre-Laurent, secrétaire national du Parti communiste français et sénateur de Paris. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, nous avons eu il y a 2 jours les chiffres du chômage qui n'étaient pas très bons. Est-ce qu'on a vraiment tout essayé contre le chômage ? Qu'est-ce qu'on pourrait encore imaginer pour... Bien sûr qu'on n'a pas tout essayé, et je pense que les chiffres ne sont malheureusement pas une surprise, parce que je pense que tant qu'on continuera à avoir comme discours que la seule manière de lutter le chômage, c'est en quelque sorte de précariser davantage l'emploi. Ou de créer des emplois, dit le gouvernement. Qu'est-ce que vous répondez à ça, ça, on ne voit pas. Oui. Il dit ça, mais pour créer des emplois, il faut avoir des grandes politiques de création d'emplois. La précarisation de l'emploi ne crée pas d'emplois. Ça, c'est le discours qu'on entend, mais en vérité, on fait ça depuis 30 ans et ça ne marche pas. Et ni en France, d'ailleurs, ni en Europe, contrairement à ce que j'entends parfois. Parce que dans les pays où on nous annonce des taux de chômage inférieurs, en vérité, on a eu une explosion de la précarité de l'emploi et du nombre de travailleurs pauvres, y compris en Allemagne. Je rappelle qu'en Allemagne, il y a 2 700 000 salariés qui ont deux emplois pour pouvoir vivre. Alors, si c'est ça le modèle de société, donc ça ne marche pas. Pour créer de l'emploi véritablement, moi je crois qu'il faut faire 2 choses différentes. C'est qu'il faut sécuriser justement l'emploi. À l'inverse de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Encore plus que ce qu'il est aujourd'hui. Il faut sécuriser les parcours tout au long de la vie pour pouvoir permettre à tout le monde d'évoluer entre emploi et formation. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, une vie au travail, c'est une vie dans laquelle on va devoir évoluer, parfois même changer d'emploi. Là-dessus, vous êtes d'accord ? Donc je crois qu'il faut... Vous ne défendez pas les statuts figés. Vous pensez que... Non, mais bien sûr, il faut même... Et nous avons une proposition, c'est qu'il faut créer une sécurité sociale de l'emploi et de la formation. Il faut, quand on sort des études initiales, entrer dans le service public de l'emploi et pouvoir évoluer de l'emploi à la formation tout au long de sa vie en sécurisant les gens. Parce que sinon, le chômage fonctionne pour les patrons comme un moyen de chantage permanent sur les conditions de travail et dégrade le travail au lieu de l'améliorer. Donc il faut sécuriser les gens pour qu'ils puissent mieux travailler, mieux se former et changer le modèle que nous avons construit ces dernières années. On a un bond de civilisation à faire, du même type que celui, mais dans le domaine de l'emploi et de la formation, que nous avons fait avec la création de la sécurité sociale à la Libération. Et c'est un peu ce que dit Emmanuel Macron. Et donc c'est un progrès de société, oui. Il faut penser autrement, oui. Et la révolution numérique devrait nous inviter à le faire, parce que sinon elle va déboucher sur le recul de l'emploi. Et l'autre chose, c'est qu'il y a besoin de grandes politiques de création d'emplois. Qui ne peuvent pas être sous la responsabilité des grands groupes du CAC 40. Parce que les grands groupes du CAC 40, on le voit bien, le chômage augmente, mais les profits du CAC 40 remontent. Donc ces grands groupes-là et leurs actionnaires n'ont l'œil rivé que sur une seule chose, non pas la création de richesses pour le pays, pour le bien commun, mais la création du maximum de profits pour leurs entreprises et leurs actionnaires. Donc, il faut retrouver la maîtrise de grandes politiques d'emploi, par exemple dans le domaine du logement, dans le domaine de la transition écologique, dans le domaine industriel, et la puissance publique a un rôle à jouer. Et je m'inquiète, par exemple, chez Alstom et chez STX, qu'on livre les clés de secteurs industriels décisifs du pays à des groupes étrangers et à un actionnariat qui n'aura l'œil rivé que sur le niveau de ses dividendes. Alors on va attaquer un certain nombre de ces dossiers-là. Corinne Laurent-Lacroix. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Emmanuel Macron a posé son premier acte politique avec la présentation du budget pour 2018. Quelle analyse faites-vous de nos grands comptes publics ? Est-ce que la transformation de la fiscalité, justement, ne serait pas un moyen, un levier pour relancer notre outil de production ?
Pierre Laurent. Bien sûr, il faudrait une grande réforme fiscale, mais pas celle qu'entreprend la direction dans laquelle s'engage le gouvernement. Là, on va avoir un budget d'injustice fiscale, parce que quand on met bout à bout l'augmentation de la CSG, l'augmentation des taxes sur la consommation, qui s'annonce générale, le recul de l'APL, la baisse de moyens pour les services publics, on va avoir un budget qui, au total, va frapper très durement l'immense masse des salariés et des retraités avec l'augmentation de la CSG. Et à l'inverse, on continue d'alléger l'impôt de solidarité sur la fortune, on allège l'impôt sur les sociétés, alors qu'il est déjà très bas. Je rappelle quand même, pour comparaison, parce qu'on oublie les ordres de grandeur, que la TVA, c'est-à-dire l'impôt sur la consommation le plus injuste, rapporte aujourd'hui 5 fois plus que l'impôt sur les sociétés. Et le taux de rendement sur l'impôt sur les sociétés ne cesse de baisser d'année en année, et on l'allège encore. Et donc, on plafonne l'imposition sur le capital, alors qu'on a une croissance des inégalités. Donc, on a un budget qui va être un budget d'injustice fiscale et qui va nourrir à nouveau des gâchis. Et je pense qu'il faut faire l'inverse. Alors à l'inverse, Pierre Laurent, le gouvernement répond à vos critiques, oui, mais nous allons en terminer avec la taxe d'habitation, avec les cotisations retraite et maladie, le crédit d'impôt emploi à domicile pour les moins favorisés, etc. Certains parlent même d'un 13e mois pour les smicards suite aux mesures prises dans ce budget. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Pierre Laurent ? La suppression... par exemple, prenons le cas de la taxe d'habitation. Il faut une réforme de la taxe d'habitation. Il faut rendre cet impôt plus juste. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'injustice dans la taxe d'habitation, puisque en fait, le taux de la taxe dépend de la richesse ou de la pauvreté des communes. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Bon, donc, tout le monde dit qu'il faut une réforme de la taxe d'habitation. Le gouvernement la supprime. Il ne dit toujours pas. Il fait des annonces sur ça. Mais la certitude qu'il va le compenser pour les communes n'est absolument pas acquise, puisqu'il annonce au contraire la réduction des moyens pour les collectivités locales. Si ça n'est pas compensé par les communes, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les communes vont supprimer des services publics locaux. Donc la mesure de suppression de la taxe d'habitation va déboucher sur de l'injustice croissante pour ceux qui ont besoin de services publics. Donc il faudrait une réforme de la taxe d'habitation et une réforme plus globale des ressources des collectivités locales. On a pris une mesure dont on mesure la gravité aujourd'hui, il y a quelques années, qui a été déjà la suppression de la taxe professionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'impôts qui soient liés à l'économie pour les ressources des collectivités locales. Ça les a déjà beaucoup affaiblis. En fait, derrière les mesures du gouvernement, il y a l'idée que l'impôt est en soi un problème. C'est une vieille thèse de la droite. Nous pensons que la fiscalité est nécessaire et que l'impôt est nécessaire. La question, le débat que nous devrions avoir, c'est la justice de l'impôt. Pas pour ou contre l'impôt, c'est la justice du système fiscal. De la justice, oui. Romain Masneau, RCF. Alors dans la colonne dépenses, les crédits à l'éducation nationale, à l'écologie vont augmenter. Est-ce que ça va dans le bon sens quand même pour vous ? Oui, mais ils augmentent beaucoup trop faiblement par rapport aux moyens. Dans l'éducation nationale, il y a eu un recul important des moyens. Aujourd'hui, on aurait besoin de moyens considérables pour faire du rattrapage sur ce qui a été fait et qui n'a pas été, loin s'en faut, totalement rattrapé par le gouvernement précédent par rapport à l'époque de Sarkozy, qui avait vu un recul très important des moyens de l'éducation nationale. Et puis, il faut avoir de nouvelles ambitions. Parce qu'aujourd'hui, l'éducation... c'est le cœur de pour les nouvelles générations. C'est ce que dit Jean-Michel Blanquer, le ministre. Donc il faut investir massivement et beaucoup plus fortement qu'on s'apprête à le faire. Aujourd'hui, le déficit d'effectifs dans l'éducation nationale reste très important, et pas seulement d'enseignants face aux élèves, mais aussi de personnel dans d'autres professions qui sont nécessaires dans les écoles pour faire de l'accompagnement pour les jeunes, et notamment les jeunes en difficulté. Donc, aller sur le terrain, et il suffit d'aller sur le terrain et de ne rencontrer que des communautés éducatives qui nous disent le besoin de moyens. Il y a aussi des transformations pédagogiques, ça n'est pas qu'une question de moyens. L'organisation, le dédoublement des classes, par exemple. Oui, mais le dédoublement des classes sans effectifs supplémentaires, ça n'existe pas, par définition. Le fait de la nécessité de mettre plusieurs enseignants face à une classe et de sortir du modèle unique, du face-à-face, d'une classe de 30 élèves, très souvent face à un seul professeur. Tout le monde le dit, mais pour ça, il faut des moyens. Il faut des moyens, il faut des équipes en plus grand nombre. Il faut favoriser le travail d'équipe
Là-dessus, vous êtes dans les d'accord avec le ministre établissements de scolaires. l'Éducation. Oui, mais il y a du discours là-dessus, Oui. mais avec des réalités qui sont à l'opposé D'accord. de ces discours. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous avez évoqué tout à l'heure Alstom et STX, là. L'un qui s'allie avec un groupe allemand, Siemens, et l'autre avec un groupe italien. Pour vous, ce sont des défaites industrielles, des échecs Oui, je Pierre pense, Laurent. parce que nous ne sommes pas J'entends qu'on utilise l'Airbus comme référence. On dit on fait l'Airbus du ferroviaire, Voilà. on fait l'Airbus de la navale, mais pas du tout. Parce que quand on a fait l'Airbus au départ, aujourd'hui ADS n'en est plus là non plus d'ailleurs, mais quand on a fait l'Airbus au départ, c'était effectivement des États, des pays qui s'associaient pour coopérer et construire en commun. Aujourd'hui, on est en train de livrer la navale française, livrer les commandes de la navale française, alors que c'est un secteur clé pour un pays comme le nôtre qui a une telle façade maritime, à un actionnaire italien public qui a une stratégie mondiale et qui vise à utiliser certains sites de production qui se trouvent sur le territoire français dans le cadre de cette stratégie de mondialisation de ses propres activités avec des objectifs de rentabilité. Ça n'a rien à voir avec dire on construit un Airbus de la navale, on pense les besoins du développement de la navale et de la renouvelle pour la France et pour l'Europe, et ensemble on va y répondre. En plus, il y a un autre enjeu dont on ne parle pas assez, c'est la militarisation de ces projets-là. Parce que il y a derrière toute une série de projets industriels qu'est en train d'annoncer Emmanuel Macron, une orientation vers la spécialisation militaire de la France dans l'espace européen. Et ça, vous en C'est-à-dire, dites quoi, et on voit bien que Macron n'a pas commencé par hasard son discours sur l'Europe. Il veut une Europe qui accorde beaucoup d'argent à la militarisation de ses activités. Et il veut faire de la France le champion, un des champions industriels Ça, c'est de pas une cette bonne idée pour activité. vous, Et je Pierre pense que c'est un contresens historique. Parce que si nous avons besoin de quelque chose pour l'Europe et pour le monde, c'est pas de militarisation croissante. Mais nous sommes en guerre quand même, Pierre Laurent, non? Qu'est-ce que vous en dites? Nous ne sommes pas en guerre, parce que si on était en guerre, parce qu'on joue avec les mots, la situation, elle serait bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. Ne confondons pas tout. Nous avons des gens qui nous attaquent à travers des attaques terroristes et il faut les combattre. Hein. Mais oui, l'Irak et la Syrie sont en guerre, mais la France n'est pas en guerre, c'est pas la même chose. Sinon, nous ne serions pas dans la situation où nous nous parlons aujourd'hui tranquillement comme nous le faisons. Non, il y a des menaces, mais ces menaces, elles ne sont pas seulement le terrorisme, elles sont le réchauffement climatique, elles sont les inégalités mondiales qui provoquent des conflits un peu partout dans le monde. Si on veut s'attaquer à ça, on s'attaquera à ça principalement par un développement mondial solidaire, et nous sommes à l'opposé de ça aujourd'hui, et par la construction de solutions politiques contre les logiques d'escalade guerrière. Et à cela, il faut consacrer des moyens. Et nous ne le faisons pas assez. Et malheureusement, on répond systématiquement aux nouveaux défis, y compris d'insécurité du monde, par l'escalade militaire. Et je crois que c'est une erreur historique. Corinne Laurent-Lacroix. Justement, je voulais vous interroger sur le budget de la défense qui est en augmentation, comme celui de l'éducation et celui de l'environnement. Comment concilier cette contradiction? On voit bien le budget est en augmentation et en même temps, on a des hommes épuisés parce qu'impliqués dans les opérations Sentinelle et des moyens, des équipements L'armée est à usés. bout de souffle, oui. Voilà. Oui, je pense qu'il Alors, faut, effectivement, on a les deux phénomènes, et c'est vrai, vous avez raison, on a une armée et des soldats qui sont à bout, parce qu'on a accru de manière considérable leur mission dans les dernières années, sans les moyens nécessaires. Et après, en avoir beaucoup supprimé, y compris pour renouveler le matériel. Donc l'armée subit, comme d'autres grands services publics régaliens du pays, les politiques d'austérité, et elle en souffre. Maintenant, si on veut repenser la question, je pense qu'il faut la repenser de manière globale. Nous avons à nous interroger sur les objectifs stratégiques que nous fixons à l'armée. Aujourd'hui, on maintient une force de dissuasion nucléaire très importante sans que la France ne s'engage dans des initiatives pour le désarmement multilatéral, et je crois que c'est une erreur. Il y a eu aux Nations Unies, début juillet, un traité d'interdiction des armes nucléaires
qui prône l'idée d'engager des négociations multilatérales pour reprendre le chemin vers le désarmement nucléaire généralisé. La France n'est pas signataire de ce texte alors que 122 pays l'ont signé. Aucune d'ailleurs des puissances nucléaires n'est signataire de ce texte. Je pense que la France devrait reprendre ce chemin parce que nous n'avons pas intérêt à rester éternellement avec le poids, ni nous, ni aucun pays du monde, le poids et le coût de l'armement nucléaire que nous sommes obligés d'entretenir aujourd'hui. Et pour ça, il faut prendre des initiatives multilatérales que la France ne prend pas. Ensuite, on oriente tous nos moyens militaires vers les opérations extérieures. Et je pense qu'il faudrait davantage produire plus d'efforts politiques et diplomatiques pour la résolution des conflits que l'augmentation de nos moyens d'intervention extérieure. Et ensuite, on pourrait alors consacrer les moyens nécessaires à sécuriser le territoire national et aussi, dans certaines conditions, à sécuriser le territoire en France et à faire des coopérations avec d'autres pays, mais pas dans l'escalade d'utilisation de nos moyens extérieurs comme nous le faisons aujourd'hui. Une dernière question de Alain Baron. Précisément sur le territoire national, faut-il sortir de l'état d'urgence? On sait bien que le gouvernement hésite à le faire, comme le gouvernement précédent. Et où est-ce qu'on met le curseur entre la sécurité et la liberté des citoyens? Pierre Laurent, la nouvelle loi antiterroriste. Moi, je crois qu'il faut sortir de l'état d'urgence. Tout le monde le dit maintenant. Enfin, pas tout le monde. La droite s'y oppose, mais le gouvernement lui-même dit qu'il faut sortir de l'état d'urgence. Le problème, c'est que là, on s'apprête à sortir de l'état d'urgence en introduisant dans la loi commune l'essentiel des dispositions de restriction du pouvoir judiciaire qui figurent dans l'état d'urgence. Et donc là, il y a un très grave problème. C'est pour ça que nous votons contre cette loi. Parce que je pense que la restriction des libertés n'est pas nécessaire à la protection de notre sécurité et que c'est une erreur de penser de cette manière. Précisément parce que ceux qui nous attaquent visent à ce que nous entrions dans cette escalade de restriction des libertés. Et tout le monde a dit, après les premiers graves attentats, ceux de Charlie Hebdo à l'époque, qu'il ne faut pas répondre à ces attaques par la restriction. Et malheureusement, c'est là-dedans qu'on a mis le doigt. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à baisser la garde, Pierre Laurent? Mais non, il ne faut pas baisser la garde, mais il faut changer la manière dont nous combattons ce risque. Donc il faut repenser notre action internationale et voir comment la France peut travailler à résoudre les conflits par la reconstruction de solutions politiques dans les régions qui sont concernées. Il faut mener un travail de lutte contre la radicalisation chez nous, puisqu'on sait par exemple qu'il y a des jeunes Français qui sont engagés, et d'ailleurs ceux qui nous ont frappés pour la très grande majorité sont des jeunes Français. Nés et grandis en donc France. il y a un travail contre la radicalisation à mener, mais qui passe, on le sait, par l'éducation, par la présence des services publics sur tout le territoire de manière égale, etc. C'est ces politiques-là que nous devons. Mais la seule réponse sécuritaire, on le voit bien, a atteint ses limites. Et si on ne faisait que renforcer l'arsenal répressif et de restriction des libertés, on irait à l'encontre de l'objectif que nous visons. Une dernière question brève pour une réponse brève de Romain Mazno, RCF. Un tout autre sujet, le gouvernement lance le débat sur l'extension de la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Le gouvernement semble vouloir écouter les différents courants religieux et spirituels. Est-ce que vous comprenez ce souci? Pierre Laurent. Je pense que sur des grands sujets de société comme cela, il faut avancer dans le consensus maximum. Donc oui, il faut discuter de ces questions-là. Mais je pense qu'il y a, sur cette question, nous sommes favorables pour ce qui nous concerne à la PMA. À l'extension de la PMA. Dans le débat sur le mariage pour tous, et nous avons regretté que le gouvernement n'aille pas jusque-là à ce moment-là. Mais évidemment, ce débat-là, qui est un débat de société profond, doit se mener dans le dialogue, mais je crois en avançant. Et d'ailleurs, sur le mariage pour tous, qui a soulevé les passions que vous savez, et les oppositions que vous savez, eh bien, nous nous apercevons que tout ça, aujourd'hui, vit de manière apaisée dans la pour vous, c'est une suite logique. Dans la société. Donc, je crois qu'au-delà de débats parfois extrêmement... qui apparaissent extrêmement clivés et frontaux, il y a dans la société française une très grande maturité sur ces questions et de la place pour un débat qui soit un débat apaisé. Et je pense que la responsabilité des responsables politiques et du gouvernement est de continuer à mener en avançant ce débat de manière apaisée.
Une toute dernière question. Est-ce que ça peut aller jusqu'à la GPA aujourd'hui, puisque c'est évidemment la question que tout le monde se pose? Nous sommes opposés à la gestation pour autrui, et d'une manière générale, pour des raisons éthiques très profondes, parce que nous refusons toute logique qui risquerait de déboucher sur la marchandisation du corps humain et sur l'exploitation du corps humain. Donc nous, c'est une limite. Donc là, il y a une frontière pour vous. C'est une limite qui est très claire en ce qui nous concerne. Très bien. Merci à vous, Pierre-Laurent. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Je rappelle que notre invité est donc Pierre-Laurent, secrétaire national du Parti communiste. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité aujourd'hui, Pierre-Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui pose la première question. Alors dans le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur la refondation de l'Europe, il y a beaucoup de choses. Pour prendre un seul exemple, le parquet antiterroriste européen, est-ce que c'est un abandon de souveraineté coupable ou est-ce que c'est un pas nécessaire vers une souveraineté européenne pour vous? Pierre-Laurent. Ça nous renvoie à la question de la manière dont nous construisons l'Europe. Bien sûr, il faut des espaces de partage et de coordination en Europe si nous voulons construire une Europe. Mais je pense que nous ne le construirons pas, cet espace, en déléguant systématiquement à des instances qui soient des instances fédérales. Donc, je pense qu'il faut, au contraire, construire un espace européen qui sache faire coopérer ensemble des nations libres, souveraines et associées. Et je pense que c'est ce modèle-là que nous devrions reconstruire. Souveraine, et ne pas être dans le débat qu'on veut nous imposer en permanence, ou le repli national, porté par des forces malheureusement croissantes en Europe, voire le repli sur des bases xénophobes, ou la fuite en avant dans le fédéralisme libéral. Je pense qu'il y a un autre modèle pour l'Europe, qui est un modèle coopératif, je le répète, de nations libres, souveraines et associées. Corinne Laurent, La Croix. Malgré tout, est-ce que les pays européens ne devraient pas mutualiser leurs efforts, notamment sur la question de la défense que l'on a évoquée précédemment ? Non, je l'ai dit tout à l'heure, ça renvoie à la vision que nous avons des efforts à déployer sur les questions internationales de lutte contre le terrorisme. Et c'est sur la manière dont nous devons engager des débats. Je répète que je pense que la priorité pour l'Europe n'est pas pour moi de construire une défense européenne et des outils de défense européenne. La priorité pour l'Europe est par exemple d'engager des moyens beaucoup plus considérables dans la transition énergétique, pas seulement de l'Europe, mais aussi du monde. Ça pose la question de la manière dont nous allons internationalement maîtriser ou pas les ressources naturelles, puisqu'on sait que c'est à l'origine de beaucoup des conflits dans le monde. Donc ces débats-là sont beaucoup plus, à mon avis, féconds, et l'Europe pourrait jouer un rôle beaucoup plus actif sur ce terrain-là que de s'enfoncer dans la militarisation de nos politiques, ou, comme le préconise l'OTAN, avec l'obligation de monter à 2% du PIB dans tous les pays européens le niveau de nos dépenses militaires. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Il y a un autre dossier que l'Europe a du mal à traiter, c'est celui des migrants. Le pape François a appelé à ouvrir grand les portes pour les accueillir. La France a du mal, semble-t-il, à en accueillir dans de bonnes conditions. Est-ce que vous pensez qu'on fait assez ou pas assez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? À l'échelle européenne, à l'échelle française. Je crois qu'on ne fait évidemment pas assez, et je pense qu'il faut changer notre approche de la question des migrations. Et je me reconnais beaucoup. J'ai lu la lettre du pape sur ces questions et toutes les mesures qu'il énonce. Et je pense que justement, il prône une nouvelle approche de cette question à l'échelle de la planète. Que je partage. Les migrations vont faire partie du monde du XXIe siècle. Et il y a des migrations aujourd'hui qui sont subies à cause du réchauffement climatique, à cause des guerres, à cause des inégalités, mais il y a aussi des besoins de mobilité et de migration qui de toute façon vont grandir. Donc je crois qu'il faut maintenant positiver cette question et envisager autrement la possibilité
pour les populations de migrer et de se déplacer sur la planète. Alors à quelle échelle Et en même temps, effectivement, il y a, en plus, là, dans la situation que nous vivons, des besoins d'accueil pour des raisons humaines qui sont considérables. Et je pense que l'Europe a les moyens de cet accueil. Donc à l'échelle européenne, vous êtes d'accord là-dessus? Bien sûr, je crois qu'il faut une politique d'accueil à l'échelle européenne et pour notre pays, à l'échelle du pays tout entier. Donc pour vous, ce n'est pas une délégation de souveraineté abusive, là, si c'est l'Europe qui prend en charge l'accueil des migrants. Oui, mais là aussi, l'Europe doit le prendre en charge, mais dans un travail qui doit associer l'ensemble des pays européens. Je ne dis pas que ça ne pourra pas se décréter au niveau européen, mais la France doit être à l'initiative et continuer la bataille en Europe, puisqu'on sait que certains pays le refusent. Mais ces résistances qui existent aussi en Europe naissent du fait que nous continuons à construire une Europe traversée elle-même par de très grandes inégalités. Et on sait que la persistance de ces inégalités, le fait de voir cohabiter en Europe, comme cohabitent en France, des zones très pauvres et des secteurs de la société très riches, nourrit les replis. Alors, je crois qu'il faut faire marcher d'un même pas notre effort pour construire une Europe qui développe l'ensemble de ces pays, l'ensemble des populations, et une politique d'accueil qui soit à la hauteur des défis humains aujourd'hui. Et je pense qu'en France même, effectivement, nous avons à faire plus. Et je reprendrai comme sénateur la proposition de loi, la proposition d'orientation qu'ont suggéré les élus de la ville de Paris, Anne Hidalgo, avec le soutien des élus communistes en la matière. J'ai dit juste avant les élections que je soutiendrai cette proposition et je vais prendre des initiatives pour mettre en débat cette proposition pour une politique, une loi de programmation et d'orientation sur l'accueil des migrants en France et en Europe. Romain Masneau, RCF. Comment vous analysez la percée de l'extrême droite en Allemagne aux législatives de dimanche dernier? Est-ce que c'est le résultat de la grande coalition qui mécaniquement relance les extrêmes, enfin en l'occurrence plutôt l'extrême droite? Ou est-ce que c'est l'ancienne Allemagne de l'Est qui se sent abandonnée, qui se sent reléguée? Quelle est votre analyse? Je pense que le phénomène n'est pas un phénomène allemand. On voit bien que dans tous les pays européens, on est face à cette situation. Pourquoi? Pour la raison que je viens de dire. C'est-à-dire que l'Europe il y a à l'intérieur de l'Europe des inégalités croissantes, des inégalités de développement terribles, et elles ne cessent de croître. Non seulement elles existent, mais le problème c'est qu'elles ne cessent de croître. Et c'est vrai dans tous les pays, et on nous présente souvent l'Allemagne comme un pays très harmonieux, mais il y a depuis la réunification un développement massif de la précarité et de la pauvreté en Allemagne même. Et ce développement de la précarité et de la pauvreté offre aux idéologies racistes, xénophobes, obscurantisme, une occasion de se développer en spéculant sur les inquiétudes et les angoisses d'une partie de la population. Et la vraie réponse politique à la montée des nationalismes et des obscurantistes en Europe est une très grande politique de solidarité et de développement social partagé en Europe et dans le monde. Parce qu'évidemment, ces mouvements utilisent aussi la peur des migrants. Et ça n'est pas un phénomène allemand, notre réponse. Chez nous aussi. On sait que c'est la même chose avec le Front National chez nous, et c'est la même chose avec toute une série de mouvements de la même famille politique qu'on a vu surgir. Mais qu'est-ce que vous dites, Pierre-Laurent, à vos militants communistes et électeurs communistes qui vous ont quitté pour le Front National aujourd'hui? Vous leur dites quoi? Eh bien, je leur dis ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que, par exemple, la difficulté dans les grandes régions qui ont été frappées par la désindustrialisation dans notre pays, et qui a provoqué chez tout un tas de familles l'idée qu'on leur refusait un avenir et une place dans cette société. Je crois qu'il faut leur dire que l'avenir est à la reconstruction d'une société de développement social partagé pour tous, et pas les uns contre les autres. Mais évidemment, pour cela, il faut comprendre où est l'adversaire à ces politiques. Et l'adversaire, c'est la financiarisation croissante qui voit les richesses... C'est pas l'étranger. Non, pas l'étranger, qui voit les richesses s'accumuler dans des mains de plus en plus étroites.
Il y a les constats portés d'année en année par Oxfam International sur le fait que les richesses sont confisquées dans les mains de 1% contre 99%, que j'ai repris moi-même dans un livre que j'ai intitulé 99%, c'est la réalité dans le monde dans lequel nous vivons. Et ça, c'est la source. Et c'est la source d'inégalités très profondes. Et je pense qu'il y a évidemment beaucoup de confusion politique sur les raisons de cette situation. Et cette confusion politique nourrit des mouvements qui spéculent sur le racisme, la xénophobie et l'égoïsme. Mais nous devons les combattre par une ambition de solidarité extrêmement On vous a compris. Corinne Laurent-Lacroix. La France occupe une place importante au Conseil de sécurité des Nations Unies. Doit-elle prendre une initiative pour tenter de résoudre l'escalade des tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord ? Pierre Laurent. Bien sûr, et ce qui se passe est extrêmement inquiétant. On a rarement vu, depuis la Seconde Guerre mondiale, des pays à ce niveau d'invective et disposant, au moins pour l'un d'entre eux, d'une puissance de feu nucléaire, les États-Unis, absolument considérable, et d'un dirigeant particulièrement irresponsable aujourd'hui, et de l'autre côté, d'un régime dictatorial qui, lui, essaye d'accéder à l'arme nucléaire. Donc c'est une situation de danger extrême. Évidemment, il faut appeler au dialogue politique, en toutes circonstances, et même face à des régimes qui paraissent un peu, et pas seulement qui paraissent, qui sont assez fous et irresponsables, il faut appeler au dialogue politique en toutes circonstances, et c'est le cas. Mais je le répète, il faut d'autres initiatives. Et dans une situation pareille, la France devrait reprendre le chemin de la bataille pour le désarmement nucléaire multilatéral. Nous ne pouvons pas continuer avec les urgences sociales, les urgences de transition écologique qui sont celles de notre planète. Nous ne pouvons pas continuer à vivre sur la poudrière nucléaire que nous entretenons sur la planète. Donc il faut reprendre des grandes initiatives de la France en faveur du désarmement multilatéral. Nous avons participé il y a quelques jours aux marches pour la paix, le 23 septembre, et nous y avons accordé de l'importance. Et je pense qu'il faut reconstruire un grand mouvement mondial pour la paix et le désarmement. Et cela, est-ce que vous pouvez le dire, par exemple, à Vladimir Poutine, qui inquiète beaucoup avec Oui, bien sûr. Il faut le dire à toutes les puissances importantes dans le monde. Et je le répète, moi, je pense que les puissances nucléaires, au lieu de se tenir à l'écart du traité international d'interdiction qui a été maintenant signé par 122 pays à l'ONU, elles devraient rentrer dans ce traité et prendre elles-mêmes les initiatives nécessaires pour reprendre le chemin du désarmement qui avait été un temps entrepris dans les années 70-80 entre les Américains et les Soviétiques à l'époque, et qui devrait reprendre, parce qu'on voit bien qu'il faut consacrer des moyens considérables à la résorption des famines, du développement social, du développement de très nombreux pays, et que nous ne pouvons pas le faire en continuant à augmenter les dépenses militaires, ou qu'il est fou de continuer de prétendre pouvoir le faire en continuant à dépenser l'argent que nous dépensons pour l'armement. Très bien, merci beaucoup à vous, Pierre Laurent. Vous étiez notre invité dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que vous êtes secrétaire national du Parti communiste français et tout juste réélu sénateur de Paris. Notre invité la semaine prochaine sera l'ancien président du Conseil italien, Enrico Letta, qui est aujourd'hui président de l'Institut Jacques Delors. Et nous évoquerons avec lui, évidemment, le grand nombre de questions qui touchent l'avenir de l'Europe. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette édition de Face aux Chrétiens et toutes celles qui l'ont précédée sur les sites respectifs de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. Merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine.